Donc on peut observer dans la littérature et les arts en général une résurgence de certaines figures mythiques associées à la modernité, qui, après avoir fait l'heure de gloire des magazines périodiques de la fin du XIXe, semblent à nouveau envahir les rayons des librairies et les grands comme les petits écrans. Le détective moderne, créé par Poe avec Dupin, qui reste dans un premier temps une coquille presque vide, va prendre cher avec l'inspecteur Lecoq de Gaboriau, en France, avant que Doyle lui donne véritablement corps avec Sherlock Holmes. Doyle pérennise également la structure narrative en étoffant le rôle diégétique du narrateur anonyme et transparent de Poe qui devient Watson. Le savant fou, autre figure inscrite dans la modernité et héritière de la légende de Faust, traverse tout le XIXe avec le docteur Frankenstein, Jekyll puis Moreau. La période des Lumières, fin XVIIIe, puis l'émergence des sciences naturelles et des sciences humaines, avec en particulier la théorie de l'évolution fin XIXe, vont attiser les flammes sulfureuses qui font de cette figure l'incarnation de la transgression des prérogatives divines. Ces deux figures, tout comme celle du vampire d'ailleurs, semblent avoir trouvé une nouvelle vie au cours des dernières décennies du XXe siècle. Du polar nordique au vampire de la Big Lit, de Minority Report à Matrix, de la série BBC Sherlock à Walter Bishop de Fringe, les figures mythiques semblent à nouveau nous entourer de toutes parts. Le savant fou comme le détective sont des figures de la toute-puissance et du contrôle. À la suite de Jean-Jacques Le Cercle et de Shoshana Fellman, ils peuvent être rattachés aux mythes de Prométhée et d'Oedipe, et plus généralement, à des questionnements récurrents à toute culture sur l'origine, la fin et l'identité. D'une révolution industrielle à l'autre, d'une période de bouleversement épistémologique à l'autre, de la fin du XIXe au début du XXIe, l'épistémée n'est plus tout à fait la même. La fin des grands récits, tels que la pose Lyotard, la possibilité d'une mort globale de l'humanité, telle qu'esquissée par Foucault, Serre et bien d'autres, le développement des biotechnologies et des technologies du numérique permettent de poser un cadre différent pour une persistance de la figure du détective ou de celle du savant fou, parfois même des deux au sein d'un même personnage. Fort de l'essor étonnant des séries ces dernières années, je voudrais proposer de prendre pour corpus d'études de la résurgence du détective et du savant fou cette nouvelle forme d'expression de la culture populaire que sont les séries télé, pour montrer que ces figures sont symptomatiques d'un questionnement sur l'humain, en particulier les évolutions, expérimentations, mutations possibles du corps humain, auxquelles les biotechnologies et le numérique peuvent mener. Ces devenirs de l'humain induisent une réflexion sur des évolutions sociétales possibles et témoignent d'une tension féconde pour l'imaginaire qui tente alors de représenter les enjeux politiques, éthiques et culturels d'une post-humanité fondée sur des corps modifiés par la technique. Ces corps, à la fois identiques et différents, seraient emblématiques de la dialectique mise en œuvre par les figures mythiques. Donc, dans un premier temps, je voudrais parler des détectives et des savants fous pour tenter de les réinscrire dans un continuum temporel. Dans les séries télé retenues pour cette étude, on peut noter que les détectives sont pour ainsi dire envahissants. Figures de l'ordre, ils renvoient aussi souvent à la marge, voire à la marginalité. Cette dualité, ordre-désordre potentiel, est un héritage direct de Sherlock Holmes. On sait en effet que bien qu'il prône une approche rationnelle de la réalité ancrée dans le positivisme, il est par ailleurs une figure de l'esthétisme fin de siècle qui s'inscrit dans le sillage du génie romantique. Adepte de certaines solutions à 7%, violoniste virtuose, Holmes pratique la détection comme l'un des beaux-arts, et il a une perception esthétique de la réalité. Entre le détective amateur et les figures de la détection contemporaine, le roman noir et le roman d'espionnage ont laissé leur empreinte, et les détectives qui apparaissent dans les séries télé appartiennent généralement au corps de la police officielle, souvent le FBI. Pour autant, les détectives des séries de mon corpus ont pour point commun d'être des marginaux, ou bien de le devenir au cours des épisodes de la série, généralement parce qu'ils ont accepté de faire un pas hors des sentiers battus de l'inaltérable légalité quotidienne, pour reprendre une partie de la définition du fantastique de Caillois. Ainsi, dans Dollhouse, Paul Ballard, agent du FBI, sera totalement discrédité, car personne ne le croit, lorsqu'il affirme qu'une société utilise des êtres humains dont elle loue les services après leur avoir vidé le cerveau et éradiqué toute personnalité propre pour les remplacer par ce que désire le client, une prostituée, un mari exemplaire, un garde du corps, un braqueur de banque ou tout autre rôle souhaité par le client. De même, l'agent Carlos, dans Continuum, est mis à l'écart dès lors qu'il comprend et admet que sa nouvelle partenaire, l'agent Cameron, vient du futur
et a accès à des technologies impossibles à concevoir pour le début du XXIe siècle. Le cas le plus pertinent est sans doute celui d'Olivia Dunham, de Fringe, puisqu'elle est à la fois agent du FBI, qu'elle fait partie d'un corps d'élite qui ne traite que les fringe cases, donc les affaires hors normes, littéralement à la marge, et renouvelle ainsi les X-Files des années 90. Cependant, il ne s'agit plus dans Fringe de prouver l'existence de ces cas, puisqu'une section spéciale y est dévolue. Olivia Dunham a donc ceci de spécifique qu'elle est elle-même a fringe case. Elle est en effet le fruit des expérimentations sur l'humain menées par Walter Bishop, le savant fou de la série, dans les années 70. En enquêtant sur des affaires hors normes, Olivia Dunham va donc rapidement être amenée à enquêter sur sa propre histoire pour découvrir ses origines. La dualité du détective, posée par Doyle avec Sherlock Holmes, se retrouve donc chez les enquêteurs de mon corpus, mais elle évolue chez certains personnages qui deviennent des figures doubles, endossant plusieurs rôles archétypiques du roman policier. On se souvient que la typologie du roman policier est relativement simple, détective, victime, coupable. Olivia Dunham, dans Fringe, en est un exemple, puisqu'elle est à la fois enquêteur et victime. Sarah, dans Orphan Black, est un second exemple. En usurpant l'identité de Beth, elle devient flic et apprend que la véritable enquêtrice, dont elle a volé l'identité, avait découvert qu'elles étaient des clones. Ici encore, la figure du détective est duel, puisque comme dans Oedipe, l'herméneute se découvre victime. La troisième entité de la typologie du roman policier, le coupable, est bien entendu généralement associé à la science et au savant fou. Dans Orphan Black et Dark Angel, nous avons deux exemples de personnages qui représentent les dangers des biotechnologies sur un mode très manichéen. Dans Orphan Black, il s'agit d'un neurologue, le docteur Aldous Leakey, qui évoque très directement le transhumanisme, puisqu'il est la figure de proue du mouvement Neolution, qui promeut l'amélioration de l'espèce par les biotechnologies, qu'il pratique un discours élitiste et eugéniste, et qu'il représente par ailleurs les dangers du progrès scientifique contrôlé par des intérêts financiers. L'Institut d'IAD qu'il dirige a donc non seulement produit clandestinement des clones, mais le corps de ces derniers est breveté par la dite multinationale. Dans Dark Angel, les scientifiques sont deux médecins, donc le Dr. Lydekker dans la saison 1, et le Dr. Elizabeth Renfrew, dite Madame X, dans la saison 2. Et ces deux médecins sont impliqués dans la création d'êtres transgéniques conçus pour devenir des soldats redoutables et quasi indestructibles. Ainsi, la science est assujettie aux intérêts militaires plutôt que financiers, mais ces deux exemples sont typiques d'une mutation spécifique à la figure du savant fou qui s'opère après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus un personnage incarnant l'hybris et le désir de toute puissance qui est dénoncé, mais une science contrôlée et financée par des intérêts politiques et économiques. À l'inverse de ces figures de scientifiques, qui incarnent le mal dans une vision très manichéenne et donc relativement simpliste, les savants fous de Fringe et Continuum sont de loin plus complexes. Ces deux personnages sont en fait eux-mêmes doubles et mis en abîme par la représentation diégétique. Walter Bishop s'est livré à des expérimentations sur le vivant, plus qu'éthiquement discutables, dans les années 70. Et il travaillait alors pour le gouvernement américain. Après 17 années passées dans un asile, c'est un être totalement différent qui réintègre son laboratoire d'Harvard lors des premiers épisodes de la saison 1. Alex Sadler, le savant fou de Continuum, est présent dans les deux temps diégétiques avec lesquels joue la série, 2077 et 2012. En 2077, il est une figure de la science associée à un pouvoir totalitaire et hégémonique, tandis qu'en 2012, il en est au balbutiement scientifique des recherches sur lesquelles il va construire un empire. D'une fin de siècle à l'autre, le détective reste donc marqué du sceau de la dualité. Figure de l'ordre collectif par son appartenance à divers corps policiers, il demeure également une figure de la déviance individuelle, une figure souvent duelle qui renvoie à la fois à l'enquêteur et à la victime et induit une réflexion sur l'origine et l'identité, la sienne propre étant souvent l'enjeu de la quête en quête. Orphan Black, Dark Angel ou Fringe sont bien avant tout des affaires d'identité, pour reprendre le titre de la nouvelle de Doyle. Quant au savant fou, on peut constater que la figure évolue selon deux axes. Soit elle demeure un personnage archétypique, négatif,
figure de la transgression et de l'hybris, soit elle devient une figure incarnant l'évolution, une figure temporellement enchâssée entre une origine et une fin, un avant et un après. Donc, dans un deuxième temps, je voudrais parler de ces affaires d'identité ou de ces studies in humanity. Savants et détectives sont donc des figures mythiques de doppelganger. Par ailleurs, dès les origines, ils sont tous deux directement liés à des questionnements relatifs à l'identité et aux frontières de l'humain, et cet aspect reste central, voire fondamental, dans les séries télé contemporaines qui témoignent de la résurgence de ces deux figures. Le corps humain devient l'objet d'expériences menées sur le vivant, qui ont donné lieu à des mutations ou des évolutions corporelles, mettant en question l'identité du ou des personnages et remettant en cause la définition de l'humain. La fonction herméneutique sert généralement dès lors un objectif cathartique. L'enquêteur, qui est souvent une enquêtrice dans les cas convoqués, va découvrir sa véritable identité en enquêtant sur ses origines. Le secret, généralement enfoui dans la mémoire et le passé, va révéler sa véritable nature au sujet. Ce dernier est alors confronté à sa propre dualité, souvent fondée sur une nature oxymoronique, une dichotomie entre le même et l'autre. C'est dans Orphan Black, Dark Angel et Fringe que nous trouvons les exemples les plus probants de réflexion sur le corps comme lieu d'expérimentation. Le corps est bien, pour reprendre les termes de Mauss, le premier instrument de l'homme dans ces séries qui opposent un corps objet et assujetti à un esprit sujet qui devient une figure de l'autorité et du contrôle. La relation éthique prend généralement dès lors une dimension politique, j'y reviendrai. Dans ces trois exemples, le personnage qui incarne la figure du détective enquête sur ses propres origines, sur son identité, une identité difficile à définir parce qu'elle a été plus ou moins modifiée par les biotechnologies. Ce sont donc les substrats mythiques qui sont liés à une réflexion sur la création de la vie et sur la fabrique et le contrôle du vivant qui sont convoqués. Oedipe, Prométhée, Faust, mais aussi d'une certaine façon Pygmalion, sont les figures mythiques matricielles qui déclenchent une réflexion sur la condition humaine et permettent ainsi de renouveler l'interrogation sur les frontières de l'humain. On pourra noter également que dans les deux séries qui fonctionnent sur un mode relativement manichéen, Orphan Black et Dark Angel, la créature est d'emblée, du fait même du titre de la série, la créature est d'emblée prise dans une tension entre le noir et le blanc, entre l'ange et le démon. Le cas de Dark Angel est peut-être le plus révélateur. L'héroïne est en effet une créature transgénique, créée et élevée à Manticore, lieu qui incarne un compromis entre laboratoire de la fabrique du vivant et école militaire. Dans la saison 1, l'héroïne, Max Guevara, est un être transgénique aux capacités surhumaines, et son code à Manticore est X5452. Donc une héroïne transgénique aux capacités surhumaines dont le patrimoine génétique a été modifié pour lui adjoindre des gènes de félin. Elle s'est échappée 10 ans plus tôt de Manticore avec 12 de ses semblables, mais les fugitifs ont perdu la trace les uns des autres, d'autant que les États-Unis ont subi ce qui s'appelle dans la série The Pulse, une impulsion électromagnétique qui a transformé le pays en pays du tiers-monde, dans lequel les réseaux informatiques et la technologie numérique ont quasiment disparu. Les enjeux liés à des modifications et mutations du corps humain sont donc inscrits dans un contexte très nettement dystopique et post-cataclysmique, où le post-humain s'est un temps défini dans le sillage de Norbert Wiener lorsqu'il pose la cybernétique comme une redéfinition de l'humain en tant qu'être de communication. Les secrets du passé sont progressivement révélés aux spectateurs par l'intermédiaire de flashbacks qui fonctionnent sur le mode de la monstration et de l'horreur en privilégiant la caméra subjective. Ces scènes placent le corps des sujets, alors enfants, dans une relation créateur-créature qui évoque le Frankenstein de Mary Shelley, mais aussi l'île du docteur Moreau de Wells. En témoignent les problématiques liées à la filiation, à l'identité propre d'un sujet qui n'a pas de nom, X5 est un numéro de série, 452 définit l'identité du sujet dans cette série. Mais aussi toute une réflexion sur l'hybridité homme-animal, sous-jacente dans la saison 1, mais de loin plus omniprésente dans la saison 2, lorsque l'héroïne découvre les sous-sols de Manticore, où sont emprisonnés les sujets d'expériences d'hybridation homme-animal qui ont mal tourné ou qui se sont avérés inutiles. Si la saison 1 fonctionne sur un mode centripète, où la dynamique commune des épisodes est la protection du secret de l'identité des 12 fugitifs, la saison 2
à l'inverse, est régie par une dynamique centrifuge où les êtres transgéniques revendiquent peu à peu une reconnaissance sociale, ce qui déclenche une réflexion éthique sur le rapport à l'autre et la dichotomie identité-altérité. Le second exemple dont je souhaiterais également dire quelques mots est Fringe. En effet, chaque épisode des 4 premières saisons commence par la monstration d'un ou de plusieurs corps mutilés, modifiés, contaminés d'une façon ou d'une autre par un agent inconnu et mystérieux. La particularité de cette série reste cependant la construction au fil des saisons d'un horizon épistémique particulier, puisque la plupart de ces cas, au sens où ils vont déclencher l'enquête, résultent d'un acte transgressif commis par le savant Walter Bishop et son acolyte William Bell, lorsque Bishop a violé la frontière entre 2 mondes parallèles qui ne doivent pas entrer en contact l'un avec l'autre. Donc c'est ici bien sûr la théorie des univers parallèles qui est mise à contribution, et l'interaction entre 2 univers se concrétise systématiquement par un fringe case qui place le corps au centre de l'écran. Le corps devient la première victime de la liminalité dans une réflexion qui touche au corps physique d'un individu, mais le réinscrit dans un corps collectif. Le corps contaminé ou modifié devient alors le symptôme de la transgression d'une frontière, celle qui sépare 2 mondes qui ne peuvent entrer en contact sous peine de se détruire l'un l'autre. Il est alors le creuset de l'effet fantastique, un fantastique très proche de la défamiliarisation cognitive que convoque Darker-Sovin dans sa définition de la SF. Donc, dans un troisième temps, je voudrais parler des figures mythiques et de la question de la création. Les perspectives ouvertes par l'imaginaire des nouvelles technologies déclenchent des possibles dont s'empare la science aussi bien que les arts. Peut-être du fait que le questionnement sous-jacent est relatif à une définition de l'humain, si tant est qu'elle soit possible, les représentations d'une humanité modifiée par la technique semblent toujours s'inscrire dans une tension entre des positionnements idéologiques qui s'opposent. Ainsi, les représentations d'un futur de l'humain ont-elles tendance à s'appuyer sur une visée optimiste et méliorative qui consiste à faire l'éloge systématique d'un homme augmenté, le mouvement transhumaniste par exemple, ou à l'inverse, à dénoncer les dérives inévitables qui accompagneraient toute tentative de modifier l'humain et l'humanité, pour ne prendre que l'exemple du roman, tous les romans dystopiques ou post-cataclysmiques. Dans les séries prises pour exemple, Néolution, dans Orphan Black, évoque une visée utopique proche du transhumanisme, à laquelle on pourrait opposer le monde dystopique et déshumanisé des observateurs dans la saison 5 de Fringe. Plus généralement, les univers diégétiques que proposent les séries témoignent d'une ambivalence similaire. Il me semble cependant qu'un glissement s'effectue et que la dichotomie s'applique davantage au substrat mythique sous-jacent à la représentation du progrès scientifique. On peut ainsi poser que l'imaginaire de la technique, et plus spécifiquement des biotechnologies, que déploient les séries du corpus, témoigne d'une tension entre visée progressiste et utopique d'une part, et hantise d'une régression à visée essentialiste d'autre part. Cette ambivalence n'est peut-être, après tout, guère étonnante si l'on se souvient de la définition des figures mythiques que propose Jean-Jacques Le Cercle à la suite de Lévi-Strauss. Il définit, Jean-Jacques Le Cercle, en effet, ces dernières comme des figures de compromis, je cite, « une solution imaginaire à une contradiction réelle, un opérateur logique pour concilier 2 propositions qui se contredisent et forment une double contrainte collective. » Fin de citation. Le détective comme le savant fou sont des figures mythiques de la modernité qui correspondent à cette définition. Uri Eisenzweig a par exemple montré que le récit policier est un récit impossible qui tente de concilier une dynamique narrative de clôture et une exploration à rebours d'un récit du crime qui entraîne le lecteur vers une confrontation avec une origine ineffable. Le Cercle montre, dans son article sur la figure du savant fou, que cette dernière est symptomatique d'une rupture épistémologique et de la concomitance temporairement problématique de 2 ordres, l'ancien et le nouveau. Il me semble que cette double contrainte ressurgit dans les séries contemporaines et qu'elle s'incarne dans les figures mythiques, celle du savant fou en particulier, car cette dernière témoigne aussi du passage d'une dimension individuelle à une dimension collective. L'évolution de la figure du savant fou d'une fin de siècle à l'autre en serait l'illustration.
Les personnages de Frankenstein, Moreau ou Jekyll, renvoient à l'individu. Et on sait bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est bien plus la science que l'individu savant qui est en cause. Or, la tension entre deux ordres, l'ancien et le nouveau, fait retour dans les séries en s'illustrant par une opposition entre deux perspectives idéologiques, une visée essentialiste du mythe qui réintroduit le sacré et une visée progressiste qui réaffirme la nécessité d'une dimension éthique. Il est en effet assez frappant de constater que le sacré est omniprésent dans Fringe, Continuum et Dark Angel. À chaque fois, la société post-humaine représentée est plus ou moins légitimement liée à une approche du monde et de l'humain qui fait ressurgir une visée mythique essentialiste, elle-même ancrée dans un passé archaïque et primitif. Dans Dark Angel, c'est le culte de la procréation qui introduit cette dimension occulte et immémorielle. On notera cependant que ce culte poursuit exactement les mêmes objectifs que les scientifiques de Manticore, créer une espèce supérieure par sélection des individus. Dans Continuum, les 2 premières saisons laissent supposer l'existence d'une société secrète et très ancienne, The Freelancers, qui s'oppose à la société dystopique de contrôle de l'information créée par la science. Et j'ajoute que comme la série est encore en cours, on n'a pour l'instant pas encore la suite de cette amorce qui a été faite dans les 2 premières saisons. Dans Fringe, un schéma identique est repérable, puisque Sam Weiss, dans la saison 3, est un personnage secondaire qui renvoie à la transmission d'une mémoire et d'un héritage collectif ancré dans des temps archaïques. Fringe étant l'exemple moins manichéen de mon corpus, la visée progressiste de la science est représentée de façon plus complexe. Elle s'incarne par exemple dans 2 fils narratifs distincts, l'histoire de Walter Bishop, qui réintroduit la dimension individuelle propre au XIXe, et celle de la société dystopique des observateurs, qui souligne, elle, la dimension collective. Lorsque la science est associée au sacré, on peut observer la résurgence de schèmes mythiques antérieurs à la figure mythique du savant fou. Le savant fou se transforme en apprenti sorcier, en grand prêtre ou en alchimiste. Pour autant, dans le cas des séries citées, la dimension scientifique demeure omniprésente en dépit de cet infléchissement vers le sacré. L'évolution reste, par exemple, un questionnement central pour le culte de la procréation dans Dark Angel, mais la visée de la secte est élitiste et eugéniste. Dans les séries où la visée témoigne à l'inverse d'une réflexion plus ouverte sur les devenirs de l'humain, le motif archaïsant de l'alchimiste disparaît au profit d'une problématisation des rapports entre science et société. Ainsi, les dimensions politiques et éthiques sont-elles omniprésentes dans Fringe en particulier. Les dangers d'une science et de technologies assujetties au pouvoir politique apparaissent plus particulièrement dans la société dystopique de la saison 5, tandis que les 2 personnages de savants, Walter Bishop et William Bell, introduisent la nécessité d'une éthique de la science qui est mise en perspective par le jeu sur les différentes temporalités que propose la série. Pour conclure, la résurgence de mes 2 figures mythiques dans le nouveau médium de la culture populaire que sont les séries télé cristallise une tension problématique entre 2 ordres. Les nouvelles technologies de la 3e révolution industrielle sont des déclencheurs de fiction cognitive, illustrant la thèse d'Yves Gringas, qui, à la suite de Wiener, pose la technique comme un élément définitionnel de l'humain, au sens d'homo faber, comme le moteur essentiel de son évolution. Entre surhumanité et inhumanité, la fiction propose une réflexion sur l'humain et ses devenirs évolutifs en ancrant l'homme modifié ou augmenté dans le liminal et l'hybride, l'entre-deux et la dualité. L'imaginaire des séries contemporaines atteste donc du pouvoir créatif de la technique. Il permet de souligner à loisir que le corps est la matrice privilégiée d'un foisonnement de représentations qui questionne et problématise les devenirs de l'humain à des périodes charnières de tension entre 2 ordres. La fiction permet alors à l'homo faber, pour reprendre les termes de Gringas, de questionner sa nature même, car, je cite, « tout ce qui l'entoure ne peut être qu'artificiel, c'est-à-dire un produit de l'art ». Fin de citation. Je vous remercie.